Bonjour à tous et à toutes, je remercie le comité d'organisation pour l'invitation. Donc, on m'a chargé de parler du scanner cardiaque en pré-procédure de fermeture de l'auricule gauche et on m'a demandé de faire un topo plutôt technique, histoire de familiariser et démystifier cette imagerie pour mes confrères et compères interventionnels et rythmologues. Très bien. Bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Donc voici le plan de la présentation. On va commencer par ce qu'on appelle les prérequis. Donc on aura ce qu'on appelle l'équipement qui est principalement la machine du scanner. Puis on verra les exigences par rapport au patient. Puis on fera un petit mot sur le protocole. Et enfin ce qui nous intéresse le plus, c'est les résultats. Donc on verra les contre-indications, la reconstruction et les analyses, principalement le sizing, les morphologies qu'on a déjà vues. Et puis on verra qu'au scanner, on a l'avantage de voir ce qu'on appelle les structures adjacentes. Puis on terminera avec ce qu'on appelle la planification et quelques logiciels d'éthique. Alors pourquoi faire un scanner en pré-procédure? Il faut savoir que l'avantage du scanner, c'est que c'est un examen non invasif, comparativement à l'échographie transœsophagienne. Donc on n'a pas besoin de sédation et on n'a pas de risque traumatique. Donc il va permettre d'éliminer les contre-indications, il va permettre d'analyser l'anatomie complète de l'auricule gauche et puis réaliser les mesures nécessaires pour le choix de la prothèse. Donc pour les prérequis, on va commencer par le matériel. Donc pour le matériel, on a besoin d'un scanner au minimum un 64 barrettes. Vous regardez à droite on va dire la résolution de l'image avec un scanner 4 barrettes, puis 8 barrettes, et enfin en bas un 64 barrettes. Donc un 64 barrettes est minimum requis. Néanmoins, on peut citer les nouveaux scanners de 128 et 256 barrettes. Au fait, ils apportent l'avantage de pouvoir faire des scanners en un seul battement, voire en deux. Donc on s'affranchira des troubles du rythme, notamment chez ces patients qui sont tout le temps ou pratiquement tout le temps en fibrillation auriculaire. Un petit mot un petit peu sur la tendance qui est le scanner à comptage photonique, que moi je compare à l'imagerie Wicca. Alors, qu'en est-il du patient? Donc pour les patients, c'est pratiquement les mêmes exigences par rapport à tous les scanners cardiaques. Donc on a besoin d'une clairance rénale supérieure à 30 ml par minute. Il faut que sa fréquence cardiaque soit au moins aux alentours inférieurs à 65 battements par minute. Il faut qu'il puisse tenir une apnée de quelques secondes. Et puis, pas de prise d'excitant, café, thé, tabac, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que ça va accélérer la fréquence cardiaque. Alors la seule différence avec les autres scanners cardiaques, c'est que le patient, cette fois-ci, n'a pas besoin d'être à jeun. Donc je disais que contrairement aux autres scanners cardiaques, au fait, le patient n'a pas besoin d'être à jeun, bien au contraire, il doit maintenir un état d'hydratation habituel. Et juste en avant de l'acquisition, on va faire boire le patient ou le perfuser de 250 à 500 cc d'eau. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va essayer d'avoir une bonne volémie de cette auricule gauche et ne pas tomber dans le piège de sous-sizing. Donc pour le protocole d'acquisition, on a deux phases. On a ce qu'on appelle la phase artérielle et puis la phase tardive. Donc la phase artérielle, donc voici ce qu'on appelle le FOV, le champ de vision, c'est un scanner cardiaque classique. Donc il va partir de la carène jusqu'à la base du cœur. C'est bien évidemment un scanner qui est synchronisé à l'ECG avec une reconstruction rétrospective. C'est une injection de produits de contraste et de sérum salé isotonique. Dans notre centre, c'est une petite injection, donc nous on fait à peu près 50 cc de produits de contraste pour ce scanner. Et puis on va positionner ce qu'on appelle notre zone d'intérêt au niveau de l'aorte ascendante et au fait l'acquisition va se faire automatiquement. Pour ce qui est de la phase tardive, elle est réalisée 1 à 2 minutes après la première acquisition. Elle est également synchronisée à l'ECG et on n'a pas besoin d'injection. Donc voici les images natives. À gauche, vous avez ce qu'on appelle la phase artérielle avec un rehaussement des cavités gauches et à droite, vous avez la phase tardive sans produit de contraste. Alors, chose importante, c'est regarder à droite sur la vidéo l'auricule gauche qui change complètement de volume et de taille en fonction du cycle cardiaque. Donc, il est très important de prendre les mesures de l'auricule gauche au niveau de la phase cardiaque où l'auricule gauche a le plus gros volume. Et généralement, c'est la phase télésystolique, donc on doit faire généralement une reconstruction entre 30 et 40%. Donc maintenant qu'on a fait l'acquisition, on va voir ce qu'on va regarder au niveau de ce scanner cardiaque. On va voir en haut à gauche ce qu'on appelle l'exclusion des contre-indications, qui est principalement le thrombus. On va regarder tout en bas en fait, le dimensionnement et la morphologie de l'auricule gauche. Et puis on va s'aider pour la ponction transseptale et éventuellement des imageries de fusion. Donc pour l'analyse, on va commencer par l'évaluation des contre-indications. Elle est toute simple. En fait, il faut rechercher le thrombus. Alors c'est quoi le thrombus sur le scanner? C'est tout simplement une hypodensité inférieure à 100 unités Hutzfeld et qu'on retrouve aux deux temps. Donc vous regardez sur les images, au haut à gauche vous avez une hypodensité au niveau de l'auricule gauche et qu'on retrouve à droite au niveau de la phase tardive. Contrairement aux images de bas, au fait on a une hypodensité mais qui disparaît
à la phase tardive, et dans ce cas-là, c'est le diagnostic différentiel, on est juste devant un retard de vidange de l'auricule gauche. Ça, c'est très important. Il faut savoir aussi que le scanner, il a une sensibilité de l'ordre de 100% et une spécificité de 99%, donc il fait nettement mieux que l'échographie transœsophagienne pour détecter les thrombus intra-auriculaires. Alors d'autres contre-indications, ça, mais c'est plutôt pour les chirurgiens, pour la fermeture chirurgicale de l'auricule gauche. On a la péricardite constrictive, on a le pectus excavatum et généralement les pontages qui passent juste à côté de l'auricule gauche. Voilà, maintenant qu'on a éliminé la contre-indication, on va s'intéresser à la procédure en elle-même, on va réaliser ce qu'on appelle les mesures. Donc on va s'intéresser à principalement 3 mesures. Donc en A, vous avez l'ostium. Donc on a mis un code couleur pour suivre un petit peu le topo. L'ostium, ça sera en rose. Puis on a la zone d'atterrissage, ce qu'on appelle la landing zone, et c'est la zone d'ancrage, et c'est celle-ci qu'on va utiliser pour choisir notre prothèse. Et puis vous avez la longueur C, qui est la profondeur, ou alors la longueur. Donc ça diffère en fonction de la prothèse utilisée. Donc l'ostium, vous savez, comme vous le savez, il a de multiples formes, il est elliptique dans 70% des cas. Donc il a des marges bien définies, notamment au niveau supéro-postérieur, avec la veine pulmonaire supérieure gauche qu'on appelle la crête auriculaire, mais il est beaucoup moins défini sur la marge antéro-inférieure. Donc comment voir cet ostium et comment faire une reconstruction pour pouvoir mesurer ses diamètres. Donc ici vous avez une petite vidéo qui explique tout ça. Donc on va commencer en haut à gauche sur un plan axial, on va localiser l'artère circonflexe, vous voyez ici en blanc. Donc on va se mettre sur cette artère circonflexe et être perpendiculaire à celle-ci, et vous allez voir en bas à gauche l'auricule gauche qui se dessine et qu'on voit très très bien. Voilà. Maintenant qu'on a l'image de l'auricule en bas à gauche, on va s'intéresser à cette auricule gauche et on va faire un plan qui va du petit point blanc qui est l'artère circonflexe jusqu'à la crête auriculaire, et ça va définir le plan de l'ostium. Vous voyez ici, donc on va mettre ce plan vraiment au niveau ostial. Et à partir de là, vous voyez à nouveau l'image en haut à gauche avec l'ostium qui est bien défini et qu'on va mesurer. Donc dans les mesures, généralement on a des logiciels dédiés, c'est des mesures automatisées. Vous allez avoir un diamètre minimal, un diamètre maximal, une surface et un périmètre. Voilà, ça c'est l'ostium avec les différentes mesures. À partir de, voilà, ça c'est juste les images qui résument ce qu'on vient de dire. À partir de cet ostium, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la landing zone, c'est la zone d'ancrage et c'est celle-ci qu'on va utiliser pour le choix de la prothèse. Donc regardez ici, à partir du plan de l'ostium qui est en rose, on va en fait pénétrer dans l'auricule gauche de 10 à 20 mm quand il s'agit du Watchman. Donc on va rentrer dans l'auricule gauche, c'est la ligne pointillée, et puis on va dessiner à nouveau un plan de cette nouvelle ligne jusqu'à le plan ostial au niveau de la circonflexe. C'est le plan en vert, et c'est ce qu'on appelle le plan de la landing zone, et c'est celui-là qui va servir pour le choix de la prothèse. Qu'en est-il de la mulette? C'est un peu différent. En fait, on va rentrer dans l'auricule gauche, mais sur les deux côtés. Et donc, on va dessiner la ligne verte, c'est le plan de la landing zone. Il est parallèle cette fois-ci au plan de l'ostium. Donc, pareil, on va avoir à la fin une image de ce qu'on appelle de l'auricule de la landing zone en face, et on va prendre les mesures. Vous aurez pareil le diamètre min, max, moyen, la surface et le périmètre. Beaucoup d'études se sont intéressées à quel diamètre choisir pour le sizing, et c'est le diamètre dérivé du périmètre qui sort comme le diamètre à utiliser pour le choix de la prothèse. Dernier diamètre à étudier, c'est ce qu'on appelle la longueur. Vous avez déjà vu de multiples formes, on sait que la longueur elle diffère, elle est très importante. Il faut une longueur minimum requise, il y a une longueur minimum requise afin d'éviter une embolisation dans l'oreillette gauche. Alors, il faut juste, mes collègues l'ont déjà dit, quand on a un auricule gauche polylobé, il faut juste mesurer la profondeur ou la longueur dans le lobe dominant. Donc c'est ce que vous voyez en bleu. Donc on va partir du plan, pour la Watchman, on va partir du plan de la landing zone qui est en vert et on va aller jusqu'à l'extrémité du lobe dominant. D'accord ? Pour ce qui est de la mulette, c'est un peu différent, on va mesurer ce qu'on appelle la profondeur. Et cette fois-ci, ça part du plan de l'ostium jusqu'au toit de l'oreillette gauche. Vous allez voir tout de suite dans le sizing, il y a ce qu'on appelle un diamètre de profondeur minimale à respecter. Maintenant qu'on a fait tous ces diamètres, on va choisir notre taille. Vous avez ici les abacs du Watchman et en bas celle des amulettes. Donc mes collègues ont déjà parlé de ce qu'on appelle du taux de compression. Donc on va prendre le diamètre dérivé du périmètre. On va prendre cet exemple. Si on a un diamètre par exemple entre 15 et 18 mm, on va sursizer, prendre la prothèse de 20 voire jusqu'à 24 mm parce qu'on a des taux de compression pour voir les taux de compression à la fin de l'examen qui est aux alentours de 20 à 30%. Pareil pour la mulette, et regardez en bas, ce que j'ai mis en bleu, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un diamètre, une longueur minimale à respecter de profondeur.
Voilà. Maintenant qu'on a analysé les diamètres et qu'on a choisi notre prothèse, ou bien la taille de notre prothèse, on va regarder les morphologies. Mes collègues ont déjà parlé de ça, donc je vais essayer d'y aller rapidement. On sait que il y a un patient sur 5 qui ont un seul lobe, tandis que les autres ont de multiples lobes. On a 4 principales morphologies. Donc vous avez la première qui est la manche arrière, qui représente un patient sur 5, avec un angle ouvert, c'est la plus facile pour la fermeture. Donc on a rapidement une coaxialité et puis mise en place d'une prothèse. La forme la plus fréquente qui est l'aile de poulet, donc elle a cette fois-ci un angle un peu plus aigu, elle est un peu plus complexe en raison de la longueur au fait du lobe principal, donc c'est un peu plus compliqué pour les interventionnels d'implanter ça. Troisième forme en matière de fréquence, c'est deuxième en matière de fréquence, c'est le cactus. Son problème en fait c'est qu'il est un peu court. Et il n'y a pas assez d'angle, mais l'avantage c'est qu'il est polylobé. Certes, il est polylobé, mais il a un lobe dominant, contrairement à la forme du chou-fleur, où cette fois-ci il est polylobé, mais on n'a pas un lobe dominant, et donc c'est beaucoup plus compliqué d'implanter un device par voie percutanée. Généralement, cette forme elle est dédiée aux fermetures chirurgicales. Deux autres formes rapidement, la forme conique, vous regardez ici tout rapidement qu'il y a une réduction de calibre et là en fait le problème c'est les mesures, donc il faut faire vraiment très attention aux mesures des longueurs et de la landing zone, ça peut vite changer et passer d'une indication, une fermeture percutanée à complètement une contre-indication. Une autre forme assez fréquente, relativement fréquente, qui est ce qu'on appelle la forme en queue de baleine, donc cette fois-ci vous avez deux lobes qui sont égaux et donc on peut implanter vers l'un ou l'autre lobe sans problème. Le seul problème, au fait, c'est ce qu'on appelle la partie initiale du lobe qui est assez courte et il y a toujours le risque d'embolisation au niveau de l'oreillette gauche. Autre chose qu'on regarde au niveau du scanner, c'est très important à noter, c'est ce qu'on appelle les lobes surnuméraires. Vous voyez ici, au fait, qu'on a un petit lobe qui est surnuméraire, qui est sur la partie proximale de l'auricule gauche. Et au fait, si on prend une landing zone comme c'est décrit par ceux qui font les prothèses. Donc si on prend 10 ou 12 mm à l'intérieur, on va tomber exactement dans ce lobe surnuméraire et cette fois-ci on n'aura pas d'ancrage. Donc il faut vraiment regarder ces lobes surnuméraires et essayer de prendre une landing zone en distalité par rapport à celle-ci. Très bien, maintenant qu'on a fait les morphologies et les sizing, on va regarder sur le scanner, on a l'avantage de voir ce qu'on appelle les structures adjacentes. Donc on va commencer par la crête auriculaire, c'est ce qui sépare la veine pulmonaire supérieure gauche de l'ostium de l'auricule gauche. Donc généralement, il a un diamètre entre 5 et 6 mm, on le mesure sur l'image de droite. Faites attention, il faut savoir que quand on a une largeur, quand il est très fin et on a une largeur de moins de 5 mm, il y a un risque de pincement et de bord au niveau de l'ostium de la valve. Donc deuxième structure adjacente, c'est très important, c'est les veines pulmonaires, surtout que c'est des patients qui ont des problèmes, qui sont tout le temps en AFA, il se peut qu'ils aient eu des ablations et donc il faut rechercher ce qu'on appelle et les sténoses des veines pulmonaires et puis décrire les variantes pulmonaires. Des veines pulmonaires. Autre structure, rapidement, quand on a des artères circonflexes dominantes, il faut faire aussi très attention. Une artère du nœud sino-auriculaire qui fait un trajet rétro-auriculaire gauche, avec risque de troubles conductifs à la fin. Et puis, regardez également, on l'a vu tout à l'heure que chez un patient en ETO, il avait un défect septal. Donc, regardez le septum interartériel. Et je termine sur ça, c'est pour la planification. Il y a des logiciels dédiés, principalement le Trimenchu dédié à l'auricule gauche. Donc il va nous donner, il utilise l'intelligence artificielle, il va vous donner d'emblée au fait le diamètre de l'ostium, le diamètre de la landing zone, comment on appelle ça, l'incidence de travail et éventuellement la planification septale. La planification pour la ponction septale. Voilà, ça c'est le Trimenchu. Donc j'invite mes collègues qui se lancent dans la fermeture de l'auricule gauche à faire les formations sur ce logiciel. Voilà, pour terminer, je dirais que le scanner cardiaque permet une analyse plus précise de l'anatomie de l'auricule gauche. Il détermine la prothèse implantée à sa taille. Il a une excellente capacité à détecter les contre-indications et il permet le suivi et les détections des complications. Ce n'est pas notre topo, mais le scanner est très utile pour le suivi post-procédural. Et je vous remercie.